bienvenue, c'est le Culture Mag, votre rendez-vous avec les arts, les spectacles et le lifestyle. Au sommaire aujourd'hui, les images, les manipulations d'images. Après les attentats en France, une déferlante de bêtises paranoïaques a inondé les réseaux sociaux. Où est la vérité? Comment se partage la vérité? Eh bien, c'est dans cette veine que nous vous proposons aujourd'hui le travail de deux photographes suisses-allemands. Leurs images peuvent dire tout et leur contraire. Ils s'appellent Cortis and Sonderegger. Nous vous montrerons leur série, elle est édifiante. Nous irons également au Caire. Les funérailles de l'une des plus grandes actrices se sont déroulées en grande pompe en Égypte. Fatem Hammam, l'icône du cinéma égyptien, est morte à l'âge de 83 ans. C'est tout un pays qui lui a rendu hommage. Et puis enfin, focus sur le handicap, mais sous un autre jour, avec le portrait d'une jeune femme, Victoria Modesta. Elle est russe, elle a perdu sa jambe à l'âge de 20 ans, ne cesse depuis de mettre en valeur sa différence. Paris réussi. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous et de suivre les programmes d'i24 News. L'on reparle de Michel Houellebecq. L'écrivain revient à la promo de son livre Soumission. Il devait participer lundi au Festival de littérature de Cologne. Il devait lire des extraits en allemand de son livre dont le titre est Unterwerfung. C'est un événement à guichet fermé dans un contexte de tension radicale. Après les attentats en France, Houellebecq avait stoppé net les interviews. Il avait été très affecté par la mort de son ami Bernard Maris. On l'avait vu notamment à son enterrement en larmes. Ces événements tragiques ont provoqué sur les réseaux sociaux une déferlante de bêtises inouïes, paranoïaques, complotistes. C'est sur cette base que nous voulons vous faire découvrir le travail de deux Suisses allemands. Ils s'appellent Cortis and Sonderegger. Nous sommes en ligne avec eux. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez publié, enfin photographié une série titrée Icône. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette série et qu'est-ce qu'on voit dans vos images? Bonjour, mon nom est Joachim Cortis. Bonjour, je m'appelle Adrian Sonderegger. Ce projet a été inspiré par la photographie d'Andreas Gursky. À l'origine, on voulait reproduire les photos les plus chères du monde, comme celle de Gursky qui a coûté plus de 4 millions de dollars. Mais on s'est rendu compte que c'était très compliqué. Donc on s'est dirigé vers l'idée de reproduire les photos marquantes de l'histoire. Joachim, Adrien, on parle souvent d'images fausses, d'images vraies. Qu'est-ce que c'est en fait? Parce que dans le fond, dès qu'un objectif est sur un sujet, on peut considérer qu'il y a beaucoup moins d'objectivité, non? Donc est-ce qu'il y a une dimension politique dans vos photos? Est-ce que vous avez voulu, je ne sais pas, jouer avec l'idée de la manipulation d'images? Non, ce n'est pas une déclaration politique. C'est plutôt un questionnement sur les photos iconiques de l'histoire. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Ou cela a-t-il été fabriqué, mis en scène, comme pour la photo du monstre du Loch Ness? Mais on n'insinue pas que toutes les photos qu'on a choisies sont concernées par cette question. C'est surtout un questionnement sur la photographie elle-même. Les photos montrent-elles toujours la vérité? Avec l'arrivée du numérique, les photos reflètent-elles toujours la réalité? Vous comprenez? Alors on va réexpliquer pour nos téléspectateurs votre travail. Vous avez repris des événements marquants de ces 100 dernières années. Vous les avez mis en scène minutieusement, un peu comme deux gosses qui jouent aux maquettes. Pourquoi cette mise en scène? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que vous n'avez pas voulu choisir du Photoshop par exemple? Parce que ça prend pas mal de temps de faire tout ça, non? Oui, c'est vrai. En fait, on peut même faire du travail sur Photoshop. Mais je pense que ce serait beaucoup moins amusant pour nous. On veut aussi avoir du plaisir en travaillant sur ce projet. Et de cette façon, on montre aussi au public comment on fait. Si on l'avait fait sur Photoshop, on n'aurait pas pu montrer toutes les astuces. C'est pour ça qu'on a préféré faire de cette façon. Alors, à tous les deux, on voit dans votre série Icône des images que le grand public a vues des milliers de fois. Donc, on l'a vu, la place Tiananmen, on a vu cette horrible image du terroriste pendant les JO de Munich, on voit bien évidemment le 11 septembre. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir tel ou tel événement? Parce que le fait que vous soyez jeune vous a peut-être entraîné vers des événements récents. Comment, dans le fond, comment avez-vous cherché, trouvé et sélectionné vos événements?
On a regardé dans pas mal de livres d'histoire et on a cherché les photos les plus marquantes de notre siècle. Et puis on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas reproduire des personnes. Donc s'il y avait des gens sur la photo, on ne la choisissait pas. On a essayé de choisir des photos qui représentaient la nature, des bâtiments ou ce genre de choses plus techniques, comme des tanks, des voitures, des avions, des figurines qu'on puisse acheter sur Internet ou simplement créer à partir de kits en plastique pour maquettes. Et est-ce que vous avez des réactions à ces photos? Oui, des réactions à vos photos? On n'a pas reçu de réactions négatives, enfin pas directement. J'ai lu certains commentaires négatifs sur un blog. Je comprends la problématique de ces photos. Ces photos sont récentes. Nous vivons dans une ère où ces photos sont dans les médias, donc je peux comprendre pourquoi elles peuvent poser problème. Je pense que si vous exposez ces photos dans une galerie, dans une exposition, il n'y a pas de problème, c'est de l'art. Et l'art est autorisé à représenter de tels événements. Mais par exemple, le couple qui a acheté notre photo sur le 11 septembre l'a accrochée dans son salon. Et ils nous ont raconté qu'à chaque fois qu'ils ont des invités, ils leur demandent comment ils peuvent accrocher cette photo dans cette pièce. 3000 personnes sont mortes ce jour-là, c'est honteux. Je pense qu'en privé, c'est plus compliqué. Je pense que moi, je n'exposerai pas une telle photo dans mon salon. Alors, si vous voulez bien, je voudrais qu'on rentre dans les détails. Comment avez-vous reconstitué des scènes un peu comme des petits garçons qui jouent comme ça aux maquettes? On a procédé de la manière suivante. On commençait à construire nos maquettes, puis parfois on devait passer à autre chose. Donc la scène mise en place restait là, en stand-by dans notre studio, jusqu'à ce qu'on s'y remette une semaine plus tard. Il y a des photos qui ont été difficiles à reproduire, d'autres qui ont pris du temps. Par exemple, celle de la place Tiananmen. On y a passé beaucoup de temps. On devait construire tous les tanks. On ne pouvait pas les acheter tout près. Et puis, il y a des photos avec des explosions pour lesquelles on a pu faire des essais pour trouver la technique qui reproduirait au mieux l'explosion. Alors, toute dernière question, Joachim. Adrien, le public est désormais à la fois très crédule et très suspicieux à l'égard des images. Plus il en reçoit, plus il s'en méfie, sans distance d'ailleurs. Est-ce que vous croyez, vous, à des images manipulées? Je pense que certaines photos que nous avons reproduites ont été mises en scène, mais d'autres représentent de vraies situations, on le sait. Quand on voit sur Internet toutes ces histoires, comme celle sur le 11 septembre, on sait que c'est vraiment arrivé. Mais la façon dont ça s'est produit, ça n'est pas très clair. Donc c'est difficile à dire. Le pas sur la Lune est aussi un parfait exemple de photos mises en scène, selon moi. Il y a des rumeurs qui affirment que Stanley Kubrick a en fait pris ces photos dans un studio. Internet regorge de ce genre d'histoires. Voilà, merci beaucoup à tous les deux. Le travail de ces deux photographes suisses-allemands, Cortis et Sonderegger, à voir sur leur site. C'est titré Icônes, une interview qui a été réalisée avant ce journal. À suivre, le handicap en majesté avec le portrait magnifique d'une femme amputée d'une jambe. Mais en attendant, place aux étoiles avec le highlight du jour et c'est le choix de David Gomba. À l'occasion des 50 ans de la première sortie spatiale effectuée par les astronautes Edward White et Alexei Leonov, le musée de l'air et de l'espace de Washington revient sur le défi que représentent chaque fois ces sorties à l'extérieur de la navette spatiale. Depuis 1965, ce sont 200 astronautes qui ont accumulé plus de 1000 heures dans la thermosphère. Que ce soit pour des missions d'exploration ou de réparation, ces moments sont toujours délicats et la réussite dépend de la collaboration de toute une équipe de scientifiques. Combinaisons, caméras, montres, matériel scientifique. Ce sont plus de 200 pièces et objets qui seront exposés et qui vous feront revivre ces missions palpitantes comme si vous étiez au musée de l'air et de l'espace de Washington jusqu'au 8 juin. Loufoques, décalés, iconiques, ils le seront toujours en République tchèque. Les fans des Monty Python viennent d'organiser la 4e édition de la marche des démarches ridicules. Ça s'est passé à Brno. L'occasion pour les Tchèques d'inventer les façons de marcher les plus absurdes qui soient, inspirées, comme vous le savez, du fameux sketch The Silly
Walk. On va faire maintenant le portrait d'une jeune femme qui a fait de son handicap une force avec tous les outils de communication d'aujourd'hui. Elle s'appelle Victoria Modesta. Elle pose la question, dans le fond, qu'est-ce qui est valide, qu'est-ce qui est invalide? La réponse avec Sandy Fortis. Faire de son handicap une force, c'était le souhait de Victoria Modesta. Pari réussi pour la jeune femme russe. Dans son clip Prototype, la mannequin et chanteuse qui a toujours refusé de se considérer comme handicapée se transforme en figure sexy, adulée de tous. Amputée d'une jambe à l'âge de 20 ans, Victoria Modesta ne renonce pas à son rêve. Elle décide de détourner son handicap en un atout en utilisant ses prothèses comme accessoire de mode. Pic en acier, jambes bioniques illuminées ou serties de strass et de paillettes, la pin-up à prothèse fait fantasmer fillettes et adolescents. Pose suggestive, tenue extravagante et chorégraphie spectaculaire, la jeune femme qui vit à Londres fait valser les normes de beauté de notre société. Et ce n'est pas la seule. Tout comme elle, d'autres femmes ne font plus rimer beauté avec corps parfait. Exemple par excellence, Aimee Mullins, actrice, mannequin et championne paralympique. La jeune femme amputée des 2 jambes à l'âge d'1 an courait déjà pour ses 2 ans et a depuis continué sur cette lancée. Championne paralympique en 1996, elle défile pour Alexander McQueen en 1998 et rejoint en 2012 la liste des célèbres égéries de la marque L'Oréal. Un objectif atteint malgré tous les obstacles. Des obstacles, Heather Mills, ancienne Mrs. Paul McCartney, en a elle aussi connu. Amputée d'une jambe suite à un accident, le jeune mannequin décide toutefois de poursuivre son activité. En 2010, elle participe même aux émissions de télé américaines Dancing with the Stars et Dancing on Ice. À 45 ans, Heather Mills s'est tournée vers le sport et a réalisé de très belles performances en ski paralympique. Victoria Modesta, Aimee Mullins, Heather Mills, 3 femmes, 3 personnalités qui prouvent au monde que le handicap n'est pas un obstacle insurmontable, un premier pas pour changer le regard des gens sur leurs différences. On va partir en Égypte maintenant, qui pleure depuis samedi sa légende. Fatem Hamama, l'une des plus grandes actrices du cinéma égyptien, est morte au Caire à l'âge de 83 ans. C'est tout un pays qui a suivi ses funérailles. La mosquée du Caire a été prise d'assaut. On a pu y lire des banderoles où il était dit « Nous pleurons la reine du cinéma ». Fatem Hamama a été couverte de prix dans le monde arabe. Elle avait reçu les plus hautes distinctions au Liban, notamment. Elle avait démarré sa carrière à l'âge de 9 ans. Depuis, elle a joué dans plus de 90 films et séries télé. Elle a été mariée à l'acteur Omar Sharif. Et si le public international la connaît moins que son célèbre mari avec lequel elle est restée 20 ans, eh bien c'est parce que Fatem Hamama est restée jouer dans son pays alors qu'Omar Sharif, lui, a brigué Hollywood. Voilà, on va finir ce journal en musique avec le générique de l'un des films les plus emblématiques de Fatem Hamama. C'est l'histoire d'une Égyptienne qui ne voulait pas avoir trop d'enfants. À demain, merci pour votre fidélité. Merci pour votre fidélité au Culture Mag. Nous, on va se retrouver donc demain à la même heure et vous avez rendez-vous juste après avec l'info.